Bien, nous étions donc au niveau du 2PL. Donc, le 2PL, comme on l'a dit, c'est un prestataire qui va offrir et les transports et les stockages. Donc, une entreprise pourra, si elle le veut, faire les deux chez le prestataire ou en tout cas, éventuellement choisir, si elle a des moyens de transport propres, eh ben, elle va uniquement stocker ses marchandises chez ces 2PL et il va lui tarifer ou lui faire payer des coûts en fonction de deux catégories, le nombre de fois de coups de fourche et le temps d'entreposage en jours ou en mois ou selon le cas. Nous allons maintenant donc voir le 3PL qui est, je dirais, encore plus développé parce que le 3PL, on rentre déjà dans des activités qui naguère étaient dans le domaine industriel et qui, au fur et à mesure, vont s'intégrer dans la logistique. Donc la logistique a, si vous voulez, pris au fur et à mesure des activités qui étaient industrielles, ou en tout cas à la fin du cycle industriel, les processus en fin de fabrication qui maintenant se font sur plateforme logistique, donc offerts par un prestataire logistique. Bien, alors le 3PL, il offre donc et le transport et le stockage. Donc, il est forcément 2PL. Donc, si vous montez au niveau de la pyramide, à chaque fois que vous êtes sur un niveau, sachez que les niveaux précédents sont déjà proposés, maîtrisés ou offerts. D'accord? Bien, en fait, cette situation, elle est valable jusqu'au 3, mais à partir du 4 ou 5, les choses vont changer, vous allez comprendre. Donc, à ce stade-là donc, du 3PL, on va offrir, en tout cas, le prestataire va offrir des opérations ou des activités de transport et de stockage auxquelles il va rajouter d'autres activités à valeur ajoutée assez élevée au fur et à mesure, qui peuvent être à titre non exhaustif, hein, mais en tout cas, c'est le gros des opérations que vous avez devant vous ici, qui alors commence par un peu tout ce qui est transit, gestion douanière, etc. Donc le prestataire logistique va offrir à l'entreprise toutes les activités de dédouanement et de transit, etc. Donc il est en même temps transitaire et il prend en charge ces activités-là. Il propose également de l'empotage-dépotage. Empoter, c'est faire monter des marchandises dans le conteneur ou dans la palette. Donc, on empote et on dépote, c'est-à-dire on vide. On va faire le processus inverse. Eh bien, des entreprises proposent, des prestataires logistiques peuvent proposer à des clients le dépotage d'un conteneur, donc vider le conteneur, stocker les palettes, ou en tout cas la marchandise qui se trouve dedans, et puis restituer le conteneur vide vers le propriétaire, son propriétaire, qui peut être une entreprise enfin un prestataire je dirais, de transport par voie maritime. Alors, l'empotage-dépotage, ça peut effectivement être proposé et des entreprises acceptent aussi, moyennant un cahier de charge, bien entendu, comment doivent s'effectuer les empotages-dépotages pour gagner en termes de vidage, du moins de manutention. Et puis vint maintenant la chose la plus intéressante pour le 3PL, et c'est ça d'ailleurs le cœur de métier, entre guillemets, d'un prestataire 3PL, c'est de faire de la gestion de stock pour autrui. Donc en réalité, le prestataire 3PL va proposer aux entreprises non seulement de stocker leurs marchandises, mais de gérer les stocks pour eux. C'est-à-dire que quand une entreprise industrielle va donner son aval pour la gestion de stock, ça veut dire que le stock reste au niveau du prestataire dans ses entrepôts et non pas des entrepôts qui dépendent de l'entreprise industrielle qui a accepté de faire cette externalisation. Bien entendu, tout le système de gardiennage, de suivi, d'assurance, de préparation de commandes, etc., se fait par le prestataire, moyennant bien entendu une facture qu'il va falloir payer et qui est en fonction du nombre de fois de commandes, etc., par commande généralement.
Alors, la gestion de stock, vous savez, un prestataire, au fond, il gagne sur quoi? Il gagne sur les volumes. Donc, un prestataire peut avoir soit un très grand client, soit un ensemble de clients. Donc, les volumes sont là. Donc, il gagne sur les volumes. Généralement, il a plusieurs clients. Il peut avoir plusieurs clients. Il va gérer les stocks pour eux. Donc, il reçoit la commande. Vers quel client de l'entreprise qui a consenti cette opération-là, il va envoyer les marchandises du client vers telle ville, ville A, ville B, ville C, etc. Il a l'avantage autour du volume parce qu'il fait aussi du groupage, c'est-à-dire quand il a deux, trois clients qui ont, à qui il adresse, pour lesquels il va envoyer des marchandises, eh ben, il va ramasser dans le même camion plusieurs marchandises qui peuvent appartenir à plusieurs clients. Et là, c'est les économies d'échelle qui lui permettent de gagner. Alors, la gestion de stock, c'est aussi leur dire la marchandise, tel produit, et il faudrait le réapprovisionner. Est-ce que je le réapprovisionne pour vous? Ça dépend du cahier de charge qui identifie qui fait quoi et comment. Généralement, vous savez, l'entreprise, quand elle commence à externaliser beaucoup de choses, elle va perdre une certaine visibilité sur ses clients, si la livraison se fait par le transporteur ou par le 3PL ou le 2PL. Elle va perdre en termes de contact avec les fournisseurs si le sourcing et l'approvisionnement est fait par le prestataire. Elle va à chaque fois se concentrer sur son cœur de métier, peut-être comme Nike, c'est dessiner ou faire le design d'une chaussure et oublier le reste. Ça ne va pas. Il y a à ce niveau-là, donc des risques. Et on va voir justement comment gérer ces risques-là, parce que ce n'est pas évident. Alors, sans aller dans le détail, puisqu'on aura Monsieur, l'occasion si d'y pardon, j'ai revenir, une petite question. si Elkman, vous avez une question, Pardon, monsieur, j'ai une petite question. allez-y, Elkman. Oui. Alors, pourquoi l'entreprise, pourquoi elle est poussée à à sous-traiter certaines fonctions? Quelle est la raison principale? La raison la plus importante, c'est qu'elle considère que ça lui coûte plus cher. Si elle fait le stock elle-même, si elle fait le transport elle-même ou le stockage elle-même et toutes les opérations dont on parle, si elle fait une comparaison, qu'elle va trouver que ça lui coûte 2 fois et demi plus cher que ne propose un prestataire. Si vous ne faites pas, vous allez avoir des prix de revient de vos produits qui sont plus chers et par conséquent, quand vous allez vendre vos produits, vous allez trouver qu'ils sont plus chers par rapport à la concurrence. Donc vous dites, qu'est-ce qui se passe en termes de benchmarking, vous dites, tiens, mes concurrents, ils ont externalisé. Donc, s'ils ont externalisé, ils ont réduit leurs coûts logistiques et moi, je suis encore sur des coûts logistiques élevés parce que je fais ça moi-même, in-house, in-sourcing et non pas outsourcing. Donc, ce qui encourage l'entreprise à faire à externaliser, c'est le gain. Et le gain en termes de coûts, mais en même temps en termes de maîtrise du système. Parce que l'organisateur ou le prestataire logistique, j'ai dit tout à l'heure, il gagne sur deux volets. Un, il est spécialiste, donc il va maîtriser tous les processus avec un système d'information sur lequel il peut investir, etc., parce qu'il y a un volume important. Sur le recrutement des ressources humaines, sur le réseautage qu'il peut avoir partout dans le monde, à Hong Kong, à New York, etc. OK? Et en même temps sur les volumes. S'il fait une opération, il l'a fait pour plusieurs clients avec des volumes importants, alors que vous, petite PME, vous avez un volume relativement réduit, donc vous ne pouvez pas investir sur des moyens importants ou qui ramènent le coût moyen par unité le moins. Vous avez un rich staker, vous l'utilisez très peu de temps, alors que lui, il le rentabilise en 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et sous-traiter qui a des bienfaits et des inconvénients, c'est ça? Voilà, exactement. Et c'est là justement, j'allais dire, le plus intéressant, c'est qu'en tant que logisticien ou supply chain manager, vous allez pouvoir arbitrer pour dire j'externalise ou pas, je garde ceci ou pas, en fonction des risques et des avantages. D'accord? Oui, oui. D'accord. On verra après, donc dès que les reprises déjà des cours présentiels, on va regarder déjà comment calculer les coûts logistiques et comment comparer avec si on externalise ou pas. Plus l'analyse des risques. D'accord? Oui, monsieur.
Bien, alors la gestion de stock, elle est forcément liée à la préparation de commandes. Donc, on aurait pu dire gestion de stock et préparation de commandes en même temps. Le cross-docking. Alors, c'est quoi le cross-docking? Le cross-docking, c'est une manière non plus de stocker, mais de ramener les marchandises, de les renvoyer directement. C'est ne pas stocker. En fait, c'est aller au-delà du stockage. En quelque sorte, quand l'information arrive chez le prestataire, il y a une collaboration tout au long de la chaîne et une collaboration avec l'ensemble des clients pour avoir le maximum d'informations. Il arrive que le prestataire se dit, tiens, cette marchandise, je l'ai réceptionnée, je ne vais pas la stocker, j'ai l'information que je peux renvoyer cette marchandise directement vers le client. Donc, le client du client aussi, hein, parce que je peux avoir un contrat avec une entreprise qui a plusieurs clients. Dès que la marchandise de cette entreprise arrive, je vais la dispatcher directement vers les clients. Je fais un groupage des groupages. Donc, je peux ramener plusieurs marchandises, les regrouper au sein de la plateforme, si vous voulez, sans les mettre dans la zone de stockage et les renvoyer sans même passer par la phase de stockage. Et là, on gagne de l'argent parce qu'on gagne de l'argent au niveau de la manutention, hein, quand on va faire de l'adressage, donc mettre la palette là où il faut, avec un emplacement bien précis, la retirer, préparer la commande, alors que le cross-docking va chanter, en tout cas l'opération de transport, depuis l'arrivée vers le départ sans passer par le stockage. Donc le cross-docking, et on va le voir après, ça fait partie des méthodes de coopération au sein de la supply chain par une meilleure collaboration et une information partagée. Si, en tant que prestataire, j'ai de l'information de l'ensemble de mes clients, je peux faire du cross-docking sans passer par les stocks en fonction des différentes demandes. Donc, l'information est très, très importante. Et on va regarder, j'ai trouvé justement, je vais vous donner la parole tout de suite, Yasmine. D'accord. Donc, en fonction du niveau de collaboration, je peux, à travers des outils, par exemple le CPFR, le CR, et on va voir ce que c'est, faire du cross-docking. Donc, ne pas passer par la phase de stockage, ça me fait gagner de l'argent. Voici un peu jusque-là. Donc, la question, je donne la parole à Yasmine qui a demandé, qui a activé son micro. Vas-y. Oui, je voulais juste demander par rapport au cross-docking parce que je n'avais pas très bien compris quand vous dites de ne pas passer par le stockage. Mais si, non, ce qu'on a, mais là, comment on peut pas passer par le stockage? Je ne vois vraiment pas. Sauf dans le cas où on importe de la marchandise, sauf dans le cas où elle est importée, Bien, où alors, très on peut juste. ne pas passer par le Très stockage. juste, très juste. Quand il s'agit d'un cas particulier comme l'importation à partir de l'étranger, il n'y a pas véritablement de cross-docking, si vous voulez. Mais prenons le cas inverse. On est dans le 3PL, n'oubliez pas. On n'est pas dans le 2PL. Donc, dans le 3PL, Oui. si j'ai, par exemple, 3 commandes de mes clients, disons, je gère le stock d'une dizaine d'entreprises. Je suis arrivé à convaincre une dizaine d'entreprises pour lesquelles je fais de la gestion de stock. Vous êtes d'accord avec moi? Ces entreprises ont des clients. Oui. Donc, les entreprises stockent chez moi leurs produits finis, d'accord? Non pas leurs conteneurs qui arrivent de l'étranger. Non, c'est leurs produits finis, non plus de stock. Et dès ils terminent la phase de fabrication, ils envoient leurs marchandises et leurs produits finis dans mes entrepôts, d'accord? Je vais être la plateforme qui va réceptionner les produits finis des différents clients pour lesquels je travaille. J'ai les palettes qui sont là. Maintenant, 3 ou 4 clients, mes entreprises vont envoyer des commandes, ou en tout cas ont ordonné l'envoi de quelques produits vers la ville de l'Oued. Et moi, je suis basé par exemple à Ain Melilla ou à Annaba ou à Bjaya. Je vais prendre les marchandises. Dès qu'elles arrivent, si j'ai l'information, je ne vais même pas les stocker. Je vais directement les renvoyer à l'Oued sans passer par la phase de stockage et je vais gagner de l'argent. Bien entendu, vous allez voir après, D'accord. un bon prestataire logistique, c'est celui qui, quand il gagne de l'argent, il ne garde pas tout pour lui. Il doit partager ça avec ses clients en leur baissant un peu le prix parce qu'il dit,
la chose suivante. Moi, j'ai envie de garder les clients, j'ai envie d'agrandir et d'encourager la croissance de mon entreprise. Donc, je ne vais pas garder les gains de productivité pour moi, mais je vais les faire gagner, les partager plutôt avec mes partenaires en leur réduisant les prix des prestations, en leur disant le prix de la palette mensuelle n'est plus de 1000 dinars, il est de 1500 ou 1800 dinars à partir de la semaine prochaine. Là, j'aurais partagé, parce que comme j'ai de l'information, je fais du cross-docking, il me réduit mes coûts. Si j'arrive à le faire d'une manière régulière et je trouve qu'il y a des gains de productivité, qu'est-ce que je fais? Je réduis les prix par rapport à mes clients. Vous voyez le système de coopération au sein de la supply chain, ou en tout cas en termes de prestations logistiques dans ce cas de figure. D'accord? Oui. C'est assez clair, Yasmine? Oui, très clair, merci. Parfait. Alors, il y a maintenant le pré-manufacturing et le post-manufacturing. Commençons par le pré-manufacturing. Pré-manufacturing, ça veut dire que c'est des opérations qui se font avant de passer à la phase d'industrialisation, en tout cas la phase, de fabrication et de production. Imaginons la chose suivante. Imaginons le cas d'un industriel qui fait de l'assemblage automobile. Il fabrique des véhicules, donc il assemble des automobiles. Il va recevoir de ce qu'on appelle les équipementiers. Il va recevoir le pare-choc, les pneus, les lève-vitres, le lecteur CD et tout le moteur, tout ça, dans des quantités économiques dites synchrones. Je vais recevoir en fonction des besoins de l'atelier, parce que je ne stocke rien du tout. Tout ce qui arrive, il rentre sur l'atelier pour l'assemblage. Alors, je reçois les phares dans des cartons et je reçois les pare-chocs dans l'autre. Le pré-manufacturing, ça veut dire que je vais demander à mes équipementiers qui font les phares et mon équipementier qui fait le pare-choc de les envoyer vers mon partenaire logistique, le 3PL, qui va faire pour moi du pré-manufacturing. Il va par exemple monter les phares dans les pare-chocs. Et quand les pare-chocs arrivent chez moi, par le prestataire logistique, il y a déjà les pare-chocs dans lesquels il y a déjà les phares de montée. Donc, c'est une opération que j'allais faire moi-même et maintenant elle est faite par le prestataire logistique qui va me faire gagner de l'argent. Et vous allez dire, est-ce qu'un prestataire a les moyens d'une sorte d'atelier dans lequel il va monter des phares dans des pare-chocs? Eh bien, c'est justement le rôle que peut jouer une plateforme logistique. Quand on a une plateforme logistique assez grande, à l'intérieur, vous pouvez avoir des semblants d'usines. Il y a une chaîne qui fait qu'on monte les phares sur les pare-chocs. On fait du pré-manufacturing. Est-ce que c'est clair? C'est un exemple normalement qui vous parle. Allô? Oui, monsieur, oui. Très bien. Le post-manufacturing, ça veut dire que c'est des activités qu'on va faire après la phase de fabrication, non pas avant la phase de fabrication, comme l'exemple de tout à l'heure, avant l'assemblage. D'accord? Le post-manufacturing, c'est des choses que je faisais avant, à la fin de mes processus industriels et qui maintenant, je vais les faire par un prestataire logistique 3PL qui va faire pour moi ces opérations. Donc, je peux lui envoyer des marchandises, des produits quasiment finis et je lui demande de faire des choses pour moi. Par exemple, l'étiquetage. Pourquoi avoir des étiqueteuses au sein de mon usine? Autant envoyer la marchandise telle qu'elle vers le prestataire qui va s'occuper pour moi à faire l'étiquetage si j'estime qu'il est moins cher de faire l'étiquetage chez lui. Ça, on est d'accord? Oui. OK? Généralement, c'est moins cher parce que lui, il fait l'étiquetage pour plusieurs clients, et alors que moi, je le fais uniquement pour moi-même. Donc, il gagne sur les volumes. Ça, c'est un exemple d'étiquetage. Il y a le conditionnement et le surconditionnement, parce que le conditionnement, il y a le conditionnement niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je mets dans des flacons, c'est un premier conditionnement. Je mets le flacon dans une boîte, c'est un deuxième conditionnement. Je mets la boîte dans des cartons, c'est un troisième conditionnement, etc. Donc, il peut
emballer pour moi, c'est ça le conditionnement, il peut emballer, faire des emballages pour moi, parce qu'il peut acheter des cartons moins chers, des cartons dans lesquels je mets mes 12 boîtes, par exemple, de parfums ou que sais-je. Donc, le conditionnement peut être fait aussi par le prestataire. La localisation, personnalisation, il peut me proposer des activités qui me permettent par exemple, je vous donne un petit exemple. Je fabrique des vidéoprojecteurs. Mes vidéoprojecteurs vont partir partout dans le monde. Quand je prépare des commandes pour la Corée ou je prépare des commandes pour l'Allemagne ou pour l'Espagne, eh ben, les manuels d'utilisateurs, ils doivent être localisés. Ça veut dire que le manuel, je vais le faire en espagnol pour les pays hispaniques, je vais le faire en anglais pour tout le monde, on est d'accord, et je vais faire le français pour les pays francophones. En plus, la localisation, c'est aussi, je peux avoir des systèmes de fiches électriques qui sont parfois à 3 broches, les autres à 2 broches. Donc, les équipements qui personnalisent et qui localisent le produit, je peux les faire par un prestataire. Donc, je lui donne toute la documentation avec toutes les langues, tous les équipements en fonction de la réglementation ici et là. Et quand mes envois vont partir au Japon ou en Chine ou ailleurs, eh ben, il va préparer pour moi. Dans les cartons, il va mettre les guides d'emploi et les accessoires pour que ça réponde à la réglementation du client en fonction du pays vers lequel la marchandise va. Vous avez compris? Oui. Parfait. Oui, il y a une question? Voilà, j'ai dit que j'ai compris. Très bien. Alors, il y a aussi la différenciation retardée. Ce que je vais vous donner comme exemple maintenant, ça peut être une forme de différenciation retardée, mais pas que. Avant, bon, il est vrai que le vidéoprojecteur, la différenciation entre guillemets, c'était les documents et les spécifications d'accessoires qui peuvent être dedans. C'est une forme de différenciation retardée dans le sens où j'ai pas différencié les cartons au départ, j'ai mis en anglais au hasard, j'ai mis en anglais, en français au hasard, et en fonction de la demande, je vais envoyer les paquets en France, etc. Là, il y a une variabilité. Ça veut dire que quand ça arrive au moment, je ne peux pas savoir, je peux connaître toute ma demande plus ou moins bien, mais je ne peux pas connaître la répartition de ma demande en fonction. Est-ce qu'il va y avoir plus de demandes des pays francophones pour lesquels je vais mettre des documents francophones ou est-ce qu'il va y avoir une demande plus allemande dans laquelle je vais mettre les documents en allemand? Donc, autant retarder ça en fonction de la commande qui va être à partir du prestataire 3PL qui va renvoyer parce qu'on a retardé cette opération, on ne l'a pas fait à l'usine. Et ça va diminuer la variabilité. Et on peut faire la différenciation parce que tout à l'heure, j'ai dit pas que, parce que cette différenciation retardée, je peux la faire en fonction, par exemple, de la couleur. Ah, ça se complique là. En fonction de certaines personnalisations que demanderaient les clients. Donc, je vais retarder cette opération le plus tard possible. Donc, la retarder, je peux la retarder au sein de mon cycle de fabrication au sein de mon usine, mais maintenant, cette opération commence à être externalisée vers le prestataire logistique qui dispose de plateformes qui pourrait faire pour moi une différenciation retardée en fonction de certaines customisations, si vous voulez, comme dirait l'autre. Nous allons faire ensemble, nous avons un petit cours sur la différenciation retardée avec un exemple pratique et un exercice pour comprendre et choisir et décider à quel moment il est intéressant de faire de la différenciation retardée, à quel cycle du process. Donc, on va calculer et arbitrer, dire ça serait bien de faire cette différenciation retardée ici. Donc, tout ce qui se fait en amont, il est standard et tout ce qui va à partir de ce trigger, qu'on appelle le déclencheur, je vais, en fonction de la commande, après personnaliser. Donc là, je vais retarder à partir de cette phase-là. Nous aurons un exercice pratique. Vous allez comprendre assez rapidement comment se fait cette opération. Donc, le prestataire 3PL peut proposer à ses clients certaines différenciations retardées en fonction du domaine
l'activité des entreprises, etc. C'est ce qu'on appelle en anglais le postponement, différenciation retardée. Donc, l'exemple type, si vous voulez, je pense que je l'ai déjà donné, c'est la pizza. Est-ce que je fais des petites pizzas, des grandes pizzas ou des gigas? À quel moment je vais le faire? Je vais découper. Si je découpe et quand les clients arrivent, il se peut qu'en fin de journée, je vende les petites pizzas plus et donc je tombe en rupture de stock. Il me reste les grandes pizzas qui ne se vendent pas. Donc, autant retarder et ne pas découper les pizzas jusqu'au moment où le client arrive. Mais là, je dois jouer sur les délais parce que le client ne va pas poireauter et attendre longtemps sa pizza. Il faudrait, j'allais dire, arbitrer en termes de coût et en termes de délai que va générer cette différenciation retardée. Généralement, on différencie les pizzas aussi, si je prends l'exemple des pizzas, mais on peut aller sur des couleurs des produits, de meubles, de voitures, etc. C'est le même principe. Mais une pizza, peut-être, ça vous parle plus. Enfin, ça nous parle plus, c'est plus facile, surtout au moment de déjeuner. Bien, alors, je disais donc qu'en fait, il est vrai qu'on personnalise la pizza au moment où le client arrive, parce qu'il veut plus de piment, moins de piment, plus de tels produits, moins de tomates, etc. Il vous demande, ne mettez pas telle chose, je ne veux pas de champignons, par exemple, je ne veux pas telle chose, etc. Donc, mais les opérations ou séquences de fabrication de la pizza depuis la préparation de la pâte la veille, ça, c'est du flux poussé. Et du flux tiré, c'est à partir du moment où le client arrive. Donc, réduire les coûts pour que le client reste sur des... Il vous dit, moi, je peux attendre 10 minutes, mais un quart d'heure, il ne reste pas. Donc, vous devez, en fonction de toutes ces considérations, dire à quel moment je vais déclencher ce que je fais en flux poussé, ce que je fais en flux tiré. De toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors, le 3PL peut aussi proposer la gestion de flux d'informations logistiques. Là, ça devient plus sensible parce que le client n'a pas toujours, il y a une certaine défiance, n'est-ce pas, à donner plus d'informations. Vous l'avez compris pourquoi, parce qu'il y a une concurrence entre les entreprises, etc. Et une entreprise n'a pas véritablement, je dirais, elle n'est pas toujours en faveur de donner plus d'informations aux autres parce que on se méfie. Mais en même temps, gestion de flux d'informations, ça permet, si le prestataire a plus d'informations et il les gère pour les autres, il peut justement, comme l'exemple, tenez, le cross-docking, s'il a plus d'informations, il peut mieux rationaliser les flux avec un cross-docking sans passer par le stock. Vous gagnez sur un plan, vous perdez sur un autre. Donc, faudrait-il trouver le bon compromis. Les bons d'essai, j'aurais pu peut-être la mettre avant le flux d'informations. Le bon d'essai, c'est en fait une entreprise qui contrôle la qualité des produits à la fin du process pour mettre l'étiquette Quality Controlled. OK. Donc, en fait, le prestataire peut tester les produits pour vous quand vous pouvez. Vous savez, quand un processus de production se termine, il y a toujours un contrôle qualité pour voir si le produit fonctionne et trouver quel est le nombre de défauts sur le produit. Ça, c'est le contrôle final, ce qu'on appelle le contrôle final. Bien entendu, j'en ai parlé la dernière fois, me semble-t-il, c'est qu'il y a des contrôles qui se font au fur et à mesure des processus et non pas qu'à la fin. À la fin, c'est un contrôle final et non pas un contrôle intermédiaire. Donc, le contrôle final, c'est le bon d'essai. Je vais essayer si le produit fonctionne. Je vais prendre un nombre de produits au hasard, donc sur le principe de sondage, avec un intervalle de confiance donné, et je vais tester ces produits. Si sur les produits que j'ai testés, j'ai 99,99% de produits qui sont bons, ben donc j'aurai un taux de défaut qui est négligeable, qui est acceptable, j'envoie. Mais s'il y a un taux plus élevé, il faut revenir pour revoir les process, voir un peu pourquoi du comment, et on aura l'occasion de justement, dans un des chapitres qui est la méthodologie de résolution de problèmes dans la supply chain, où on va voir quels sont ces types de problèmes, pourquoi, quelles sont les causes racines de ces problèmes, comment les régler,
et comment les traiter, comment s'organiser pour, quels sont les outils que l'on va mettre en œuvre pour pouvoir traiter ce type de problème. On a un chapitre dédié qu'on verra par la suite. Il me vient à l'esprit maintenant, je suis en train de préparer, je ne l'ai pas terminé, une petite vidéo comme ça, qui vous permettra d'avoir une vision globale sur tout le module, sur le S1 et le S2. Donc, si je la termine assez rapidement, je vais la poster pour vous, quoique je suis pris un peu les 3 jours à venir là. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir une vision sur l'ensemble du module, un peu les stations dans lesquelles on va s'arrêter un petit peu pour regarder, analyser et comprendre, et puis surtout apprendre à faire. Voici maintenant en gros ce que fait un 3PL. Et on va tout de suite se rendre compte que ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi maintenant des propositions qui sont un peu plus, je dirais, sophistiquées que le 3PL, qui est déjà, j'allais dire, une valeur ajoutée certaine, hein, qui est offerte par le 3PL au profit des différentes entreprises. Voyons maintenant le 4PL. Qu'est-ce qu'il fait ou que propose le 4PL? Alors, le 4PL propose des solutions plutôt intégrales, c'est-à-dire il vous propose quasiment maîtriser votre supply chain. Il passe progressivement de la logistique d'entreprise, la logistique intégrée d'entreprise, vers plutôt la logistique d'une entreprise étendue. Et là, on rentre de plein pied dans le supply chain. Alors, qu'est-ce qui différencie justement un 4PL d'un 3PL? Le 4PL propose également des prestations pour plusieurs clients. Ça est d'une. Ça va couper dans moins d'une minute. D'accord? Essayez de vous connecter assez rapidement. On fait une pause de 5 minutes, je crois. Ou si vous préférez 10 ou 5, je n'ai pas un ordre de grandeur. Qu'est-ce que vous préférez? Une pause de 5 ou de 10 minutes? 10 minutes, monsieur. D'accord. Donc, après 10 minutes, tout le monde se connecte dès qu'il y a coupure. Donc, 10 minutes et on se connecte tous pour qu'on puisse reprendre. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. D'accord. Parfait, merci.